Ils ont conduit la France au désastre. Et pourtant, les médias du système pointent du doigt non pas cette élite toxique au pouvoir, mais le danger des extrêmes, comme ils disent. Sur TV Liberté, nous ne recevons de consignes de personne et nous n'en donnons à personne. Sur TV Liberté, nous vous livrons les clés. Mais pour vivre, TV Liberté doit compter sur votre soutien financier. Vous êtes la seule garantie de notre survie, alors je compte sur vous. C'est une des plus grosses escroqueries de tous les temps. Pierre Jovanovic est avec nous pour parler d'Argent et de sang, une série sur Canal+. Bonjour Pierre. Bonjour Arnaud, merci pour votre invitation. La chemise triste aujourd'hui. Oui, c'est parce qu'ils ont perdu des milliards, donc c'est dommage, c'est pour l'État français. Voilà. D'accord, très bien. Alors on ouvre la parenthèse promo, on vous retrouve où ? Alors, écoutez, on va me retrouver à Marseille, à Nantes, à La Baule. Enfin, voilà, on va voir retrouver les infos où ? Voilà, sur jovanovic.com, l'onglet dédicace. Très bien, parfait. Bon, et Jardin des livres, un petit mot, non ? Ah, voilà, avec tous nos derniers livres, puis avec le 888. Voilà. Oh, très bien. Moi, je vais faire ma parenthèse promo en disant que vous pouvez écouter mes musiques sur Spotify, etc. Les liens sont dans la description. On va parler donc d'Argent et de sang, qui est une série dont j'avais un peu parlé précédemment. Je vous fais le synopsis ou vous le faites ? Écoutez, je vais vous dire sincèrement, cette série en 12 épisodes est incontestablement une des plus belles séries de l'histoire du cinéma, de la télévision française. C'est de loin une réussite. Mais ça, c'est pas le synopsis. Splendide. Non, mais c'est un vrai James Bond. Voilà. Et je trouve que le réalisateur, là, il a gagné ses galons pour carrément faire un James Bond. Parce que c'est un James Bond en 12 épisodes. Alors, je confirme. C'est très bonne série. Mais faisons le synopsis quand même. Donc, je le fais ou tu... Allez-y. J'y vais. Bon. Alors, le synopsis officiel, celui communiqué au service de communication, l'arnaque du siècle survenue en France et en Europe entre 2008 et 2009. Des milliards partis en fumée sur le nouveau marché financier des quotas carbone, inventé pour lutter contre le réchauffement climatique. L'association d'escrocs de Belleville, avec un trader des beaux quartiers traqué par un enquêteur obsessionnel. Bon, ça résume un peu, mais c'est pas tout à fait ça encore. En quoi consistait la fraude ? Alors, la fraude, même aujourd'hui, vous avez plein de sociétés qui l'ont répliquée, qui la font régulièrement. Cette fraude, elle remonte dès l'invention de la TVA. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, on est dans 1950, grosso modo, oui. de mémoire. Vous facturez et vous mettez une TVA donc de 19,6 ou même 20%, pour simplifier. Oui. Voilà, c'est une TVA que vous percevez. Sur votre facture, et que vous êtes censé redonner à Bercy, donc au ministère de l'économie. Sauf que l'idée, c'est justement, de la fraude, c'est de ne pas la rendre à Bercy. c'est tout à fait ça. Et l'ironie dans cette affaire, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Bercy, l'Union européenne, invente une escroquerie, parce que c'est une escroquerie. Oui. La taxe carbone, c'est une escroquerie pure. C'est du vent. C'est une taxe sur du vent. Faut le dire. Oui. Voilà. Tant et si bien que
Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais écrit un livre sur la femme qui avait créé le produit qui a créé la crise mondiale bancaire, etc., Blythe Masters. Et Blythe Masters avait donné une conférence en 2008, justement, en 2009. On va voir la couverture de Bloomberg, hein, c'est pas rien. Et Madame Blythe Masters qui expliquait qu'elle-même, elle allait comment dire, plonger dans le monde du carbone, etc., des quotas carbone. Alors, grosso modo, les quotas carbone, c'est quoi? C'est par exemple, voilà, vous êtes Michelin, hein, vous êtes l'usine Michelin, et votre usine va émettre, je sais pas moi, 100 tonnes de carbone. Mais en fait, vous n'en faites que 40, et donc vous allez mettre 60 tonnes de carbone en vente sur une plateforme. 60 tonnes de pollution virtuelle. Il y avait des pollutions, mais ils pouvaient pas la mesurer, cette pollution. C'était n'importe quoi. C'était fait comme ça. Au doigt mouillé. Au doigt mouillé, hein. C'était n'importe quoi. C'était une escroquerie phénoménale, inventée d'ailleurs par un Américain. Et tant et si bien, parce que les Américains, évidemment, parce qu'aujourd'hui, dans le feuilleton, on nous explique que c'est, la Banque française, la Caisse des dépôts et consignations, hein, qui était partie prenante qui était actionnaire de Blueprint, ou comment ça s'appelait c'était Blue. Oui, je sais plus, mais c'est pas grave. Bon, peu importe. Et en fait, cette société cette plateforme, c'était l'Uber du carbone, hein, grosso modo. C'est ça, ouais, voilà. Mais en fait, 50% appartenaient à des Américains à Wall Street. Ah d'accord. Eh oui, forcément, on les retrouve. Ils sont toujours dans les bons plans. C'est pour ça que Blythe Masters avait fait cette conférence de presse à l'époque. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle est apparue dans ma revue de presse, justement, avec ces histoires de carbone. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce que les voleurs ont été volés. Voilà, grosso modo, c'est ça. Hein? C'est vous imposez, vous obligez Michelin, vous taxez Michelin sur la pollution. Vous êtes même pas capable de quantifier. Alors je dis pas que c'est bien, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, que cette escroquerie est validée. Mais techniquement, il y a une formule extraordinaire dans la série. Le carbone, quand il brûle les billets, vous savez, c'est extraordinaire. Le carbone retourne au carbone. Voilà, la planche à billets devient du carbone également. Voilà, c'est une série formidable. D'abord, parce qu'elle montre... En fait, le principe. Donc, je résume la situation. Vous avez des entreprises qui, d'un côté, polluent plus qu'elles ne devraient, d'autres qui polluent moins qu'elles ne devraient. Elles vendent donc leur droit à polluer à celles qui polluent le plus. Elles vendent la fumée. Et passent par un intermédiaire qui s'appelle... Blue Next. Blue Next. Ouais, voilà. C'est ça le principe. Oui, exactement, Blue Next. Et alors, précisons, on va le faire plus simple. C'est comme si moi, je suis fumeur, donc j'ai droit, l'État me donne, entre guillemets, à estimer que je fumais 20 cigarettes par jour. Donc, aujourd'hui, j'en ai fumé que 15. Donc, je mets les 5 cigarettes, donc la fumée des 5 cigarettes chez Blue Next, voilà, pour qu'elles le vendent à des fumeurs, le droit à fumer. Voilà, exact. Mais c'est ça. Oui, bien sûr. Non, mais si on l'explique comme ça, tout le monde comprend. Oui, bien sûr. Parce que c'est une taxe sur la fumée. Alors, l'idée est bonne, à la base, c'est réduire la pollution, etc. Mais finalement, ça a dégénéré d'une façon tout à fait, mais phénoménale. Et je dois rappeler, parce que Canal+, la série de Canal+, alors ils ont mis les moyens, hein, c'est sublime, c'est vraiment magnifique, avec vraiment d'excellents acteurs, mais les plus grands fraudeurs, ce sont pas les Français. Ce sont les Pakistanais, sont les Indiens, mais oui, ce sont les Anglais qui ont pris le plus, comme d'habitude. C'est eux qui ont pris le plus. Alors ils ont pris mais des sommes colossales. On y vient justement, j'ai 2 questions là-dessus. D'abord, quelle est l'importance de la fraude ? Alors, on va parler en milliards, parce qu'on est entre nous, on va pas bégoter. Hein. Alors, pour la France, du moins pour les Français, ils ont estimé entre 5 et 10, mais en réalité, la totalité sur l'Union européenne, ils ont estimé ça entre 20 et 50 milliards. Oui, c'est énorme.
Oui, C'est beaucoup. Oui, c'est absolument pas mal, c'est pas colossal. mal, c'est colossal, C'est oui. vraiment, ça s'appelle le casse du siècle. Voilà. Et il faut préciser, si vous voulez, que cette escroquerie a passionné non seulement les auteurs, les journalistes, mais bien entendu, parce que cette série est la dernière, mais avant, il y a eu Carbone, celui c'est un film d'Olivier Maréchal, sorti en 2017, alors qui était très très fidèle à l'histoire, mais c'était un peu, je sais pas si les acteurs étaient un peu tristounets, on va dire. Ensuite, il y a Netflix qui a fait une série, je pense que vous en avez parlé une fois, mais alors là avec les véritables acteurs, c'est-à-dire haut en couleur, c'est le mot qu'on puisse dire, c'est la Smala. Et puis alors il y a Le Cerveau 2.0, un film de David Serrero, alors que j'ai pas vu, qui est consacré à Grégory Zaoui. Alors Grégory Zaoui, c'est parce que là on est à la synagogue quand même, il faut le dire. Tout ceci se passe dans le milieu juif du sentier de Belleville et du 16e. On en parle un tout petit peu après de ça. Moi, je voudrais qu'on reste sur le quota carbone. Oui. Est-ce que ça existe encore? Mais bien sûr. Bien évidemment que ça existe, sauf qu'il n'y a plus la TVA. Ils ont mis du temps. C'est moins intéressant. C'est moins intéressant. Du jour au lendemain, d'ailleurs, on le voit dans la série. À partir du moment où ils ont stoppé l'histoire de la TVA, le marché d'échange de carbone, enfin de la fumée, quoi, c'est l'histoire de fumée, s'est écroulé de 90%, littéralement. Ça, on le voit, c'est très très net. D'accord, ok. Voilà. Donc, ensuite, l'importance de la fraude, on l'a vu, c'est 50 milliards. Et alors, comment peut-on expliquer que... c'est estimé, c'est vraiment à la louche. Oui, d'accord, ok, oui. Parce qu'il y a eu des affaires au Danemark. Parce que figurez-vous qu'il était beaucoup plus facile de truander la taxe carbone au Danemark qu'en France. C'est un paradoxe. Parce que vous pouvez établir des sociétés écrans au Danemark de manière encore plus simple que de le faire, par exemple, en France. Et donc, tous ces gens, si vous voulez, n'oubliez pas, tous ceux qui étaient dans cette truanderie de la taxe carbone, mais en fait, parce que c'est une truanderie de la TVA, tout simplement. Oui, bien sûr. En fait, ils étaient déjà dans le téléphone. Dans les téléphones mobiles. Et ils avaient commencé à truander l'État français, mais là, véritablement, ils volaient la TVA sur les téléphones qu'ils ramenaient de Suède ou des États-Unis ou de Chine. Voilà, ils vendaient pour 6 mois de produits. Au bout du 6 mois et un jour, ils fermaient la société en faillite. Et donc, à partir du moment où la société est en faillite, vous ne pouvez pas récupérer la TVA. Il faut vraiment que l'État mette son nez dedans. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est quelque chose qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de restaurateurs, des entreprises en difficulté, en général, elles vont chercher ce genre de choses. Je suis d'accord. Ce qui est étonnant dans l'histoire, c'est pas que ça soit une multitude d'entreprises qui font des petites escroqueries, c'est que une grande entreprise, en réalité, fait une énorme escroquerie et que l'enquête est menée par la douane. On sait que la douane, c'est les services de police les plus puissants. Ils ont des pouvoirs qui dépassent celles de la police, par définition. Par rapport à la PJ, c'est bien plus fort. Bon. Et comment se fait-il qu'avec des volumes aussi importants, et puis la douane qui s'en mêle, on n'ait pas détecté rapidement la chose? D'une part parce que on le voit très bien dans la série, les gens de Blue Next voulaient absolument que leur plateforme réussisse. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient une sorte d'obligation de résultat vis-à-vis des différents politiques, notamment de Madame Lagarde à l'époque qui était ministre des Finances, mais également vis-à-vis de l'Union européenne, puisque elles se flattaient d'avoir inventé la formule qui permettait de moins polluer, de sauver la planète. Enfin bon, vous connaissez, vous avez tous entendu ces discours-là, le réchauffement de la planète, il faut polluer moins. Voilà. Et donc, en fait, ils ont fermé les yeux, tout simplement. Et, à un autre moment, en fait... Ils ont fermé les yeux ou ils n'ont pas vu? Non, ils ont vu. Mais bien entendu qu'ils ont vu. Attendez... C'est l'argent de l'État qui partait quand même, Donc, oui. En plus, ce qui était dingue, si vous voulez, c'est que c'était instantané. C'est-à-dire que la TVA était véritablement remboursée instantanément. C'est ça qui était complètement fou. Oui, c'est ça, voilà. Et attendez, mais le plus dingue, c'est que le Blue Next et la banque française, la Caisse des dépôts et consignations, ne voyaient, ça lui posait aucun problème de
de faire des virements en Chine, à Macao, à Chypre, enfin au Monténégro, en Bulgarie. Hein, en général, là, bon, vous voyez, c'est comme en Albanie. Ouais. Aux îles Caïmans. Aux îles Caïmans, aux îles Vierges, à l'île de Man. Vous voyez, c'est que aux Seychelles. Alors que les Seychelles ne sont pas dans l'Union européenne. Comment on explique ça? Alors, c'est là où ça devient intéressant. Et c'est là où on touche d'ailleurs un point sensible. Moi, j'ai lu. Alors, il y a 2 livres très intéressants sur le sujet. Alors, il faut saluer d'abord celle de Aline Robert, qui est aujourd'hui une journaliste au quotidien L'Opinion. Et c'est elle qui avait écrit le premier livre, qui s'appelle Carbone Connexion, le casse du siècle. Voilà. Et ensuite, Fabrice Arfi, qui a écrit donc D'argent et du sang, qui est, lui, il a décidé d'écrire parce que quelqu'un de la préfecture de police, qui était très très énervé sur le fait que personne ne bouge sur cette affaire, hein, je résume, lui a donné un très très gros dossier rempli de pièces à conviction, voilà, et c'est comme ça que Fabrice Arfi a commencé effectivement son enquête de son côté. Voilà. Donc les 2 livres sont vraiment passionnants. Là, c'est incontestable. Est-ce que c'est pas aussi parce que il y a, je dirais, on n'est pas dans le même espace-temps entre la police et puis la justice, autrement dit. Les fraudeurs vivent dans un temps diffracté. Enfin, vous connaissez le principe du temps diffracté. C'est que la mouche, en réalité, elle vit 4 fois plus vite que vous. Donc, quand vous essayez d'attraper la mouche, en fait, elle vous voit arriver comme ça, quoi. Elle vous voit ralenti, parce que son cerveau est capable d'appréhender le temps de manière 4 fois plus rapide que la nôtre. Hein. Donc, quand on attrape une mouche, c'est qu'elle est vraiment très mal en point. Ça me rappelle une expérience. Donc, le temps diffracté, qu'est-ce que je veux dire, c'est que globalement, bon, on a bien le type des douanes qui mène son enquête, qui pousse dans tous les sens, etc., qui gueule en justice, etc. Et pourtant, la justice ne bouge pas parce que elle a besoin d'accumuler des preuves, une procédure, des renvois, des choses comme ça, qui fait que, en fait, le fric file, mais finalement, le juge n'en a rien à secouer, quoi. Alors c'est pas ça, c'est Bercy qui n'en avait rien à faire. D'ailleurs dans la série, alors je sais plus, je pensais que c'est l'épisode 4 ou 3 où on voit effectivement la ministre des Finances représentée. Alors je me souviens plus de nom de l'actrice, mais elle est formidable. Qui joue Annabelle. Celle qui joue Annabelle, la femme de Tatias. Non, là je parle de la ministre des Finances. Oui, pardon. Voilà, et on voit la réunion à Bercy. Oui. On voit la réunion à Bercy, oui, puis bien sûr. Ils sont là, puis ils discutent. Oui, mais il faut réfléchir. On peut pas tout arrêter comme ça. Enfin, c'est pas possible. Et ce qui a donné effectivement, je sais plus, 2, 3, 6 mois de plus au gang de Belleville pour dépouiller l'État de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Enfin, c'est totalement invraisemblable. Mais c'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de soucis au sein même de l'État. Vous savez très bien que les services ne se parlent pas, qu'il y a une compétition entre les services, il y a de la rivalité entre les services, de police. On cherche des clopinettes pour donner de l'argent aux paysans et on laisse filer 50 milliards, c'est quand même un peu c'est toujours comme ça. Hein. Oui, d'accord. C'est toujours comme ça, malheureusement. Bon. Ouais. Voilà. Et il y a une scène, mais véritablement extraordinaire. Alors, il y a un souci avec cette série. Parce que j'ai entendu une interview de Marco Mouli, l'un des principaux, acteurs, enfin pas acteur, hein, c'est le vrai, qui a accusé donc Xavier Giannoli, donc le réalisateur, d'antisémitisme. Je trouvais son accusation extrêmement grave parce qu'au contraire, je trouvais que Giannoli a tout fait justement pour gommer cette histoire d'antisémitisme avec Vincent Lindon qui, en tant que directeur du service des douanes, se découvre des origines juives, etc. Donc bon, on voit ses discussions avec les rabbins, etc. Donc ils ont franchement essayé de gommer ça. Mais
c'est le fait que Marco Mouli est traité. Moi, je suis moyennement d'accord avec cette lecture. Pour moi, c'est un gommage à 2 vitesses. Allez-y. Et je prétends que c'est peut-être un règlement de compte entre, d'un côté, je dirais, les Juifs de l'Est, les Ashkénazes, et de l'autre, les Séfarades. Comment sont présentés les Ashkénazes? Il y a deux ou trois personnages principaux. Il y a Lindon, qui est en fait ce commissaire des douanes, qui lui est le parfait serviteur de l'État, etc. De l'autre côté, il y a et qui serait d'Ashkenaz. Bien sûr, et qui est d'Ashkenaz, oui, voilà. Il y a Friedman, qui est donc cet homme très puissant, qui est propriétaire c'est un promoteur immobilier. Un immense promoteur immobilier, et qui est très soucieux de la probité au regard de sa communauté. Autrement dit, il comprend bien qu'il est un modèle et une vitrine pour sa communauté, et que son exemplarité, c'est également l'image de sa communauté. Et puis, il y a de l'autre côté la bande de Belleville. Oui. Qui est là, je dois dire, très folklore. C'est la vérité si je mens. C'est la vérité si je mens. C'est le pantalon à une jambe, comme dirait Attali. Vous savez, j'ai vendu des pantalons à une jambe à Christian. Oui, c'est un peu l'idée. Et au milieu, il y a le petit Athias, qui lui, à mon avis, est un Ashkénaze aussi, qui est ce jeune blouson doré au gosse non, alors non, je pense pas. Je sais pas, non, je crois pas. Bon, peut-être pas. Mais qui lui est le cerveau de l'histoire. Enfin, le cerveau, il n'y a pas besoin de. C'est un trader. Voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir à beaucoup. C'est un trader déjà qui avait été accusé accusé déjà, il avait une affaire de délit d'initié par la SEC américaine. Et qui a donc épousé la fille de ce grand voilà, et d'où la confrontation. La princesse juive. Entre deux univers, un univers ashkénaze très soucieux de probité et qui est d'ailleurs gaulliste. En fait, il est très gaulliste, le portrait. Voilà. C'est Dassault qui rachète Jour de France, etc. Oui, c'est ça. C'est un peu l'idée. Oui, c'est un peu l'idée. Moi, je pense que c'est un peu l'idée. Et puis de l'autre côté, ceux qui sont tous les magouilleurs, les gros magouilleurs à 2 balles, quoi. Alors moi, j'ai écouté une interview. Une interview de Ramzi Bedia, qui joue. Alain Fitou. Alors c'est Alain Fitoussi, c'est Mardoché Bouli. Il y a Fit dedans. Il y a Fitoussi, Bouli et Jérôme Mathias. Jérôme Mathias, donc c'est le petit gosse de riche. Bouli et Fitoussi, ce sont 2 gars de la bande de Belleville qui sont des pauvres types. Et dans la vraie vie, il s'appelle Marco Mouli, Sami Choued et Arnaud Mimran. C'est donc le Jérôme Mathias. Alors Marco Mouli s'est pris 8 ans. Sami Choued, il s'est pris 2 balles, donc ça simplifie la. Je crois qu'il s'en est pris plus que ça, même. Ouais, peut-être bien. Enfin, je crois qu'il s'est pris, on va dire 2 balles, quoi. Enfin, il est mort, en tout cas. Et Arnaud Mimran, donc, qui 8 ans de mémoire. C'est ça, voilà. Et 83 millions à rembourser. 83 millions à rembourser, et qui est sorti de prison. Voilà, alors ça, j'ai pas vu qu'il était sorti de prison récemment. Il est en vacances en Corse. Il n'a pas le droit de sortir du territoire, mais il est en vacances en Corse. Donc, moi, j'ai envie de dire, 8 ans, etc. Bon, d'accord, très bien. Et Bercy, dans l'histoire, ils ont eu combien? Alors, personne n'a été puni à Bercy, évidemment. L'État ne punit pas les siens. C'est une règle. C'est d'ailleurs, on le voit dans l'un des derniers épisodes de la série où Vincent Lindon fait le résumé, si je puis dire, de la fin de l'histoire. Oui. Mais c'est fascinant. Alors, ce qui est fascinant, c'est que totalement fascinant pour moi, en tout cas, je ne sais pas comment vous l'interprétez, mais donc ces gens ont gagné des milliards. Voilà. Ils avaient tellement d'argent qu'ils ne savaient pas quoi en faire. Et en fait, ils les ont dépensés uniquement, écoutez bien, ils les ont dépensés uniquement en sac Chanel pour leur femme ou fiancée. Ils ont acheté 10 montres, 10 Rolex, les montres les plus chères, les vêtements les plus chers, les blousons les plus chers. Et ça s'arrêtait, voilà, et ça s'arrêtait là. Ils allaient au casino, ils ont flambé. Mais ils ont jamais acheté un seul livre. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Alors moi j'ai lu le livre de Grégory Zaoui, donc qui se prétend être le cerveau effectivement de cette opération. D'accord. On lui donne crédit, si j'ose dire. On le croit sur parole. On lui donne crédit pour cette opération hautement intellectuelle, et qui l'est d'ailleurs, parce que l'un des directeurs de l'AD a dit on est face à une usine à gaz pensée par les plus grands polytechniciens.
et on se fait plumer par une bande d'escrocs dont certains ne savent pas écrire. Et c'est vrai, il y en avait un, c'est Marco Mouli, ne savait pas écrire. On le voit d'ailleurs au début, on voit l'ouverture de la scène, il se retrouve, alors je sais plus, je crois que c'est en Chine ou à Macao, enfin bon, dans un pays asiatique où ils ouvrent des comptes offshore, et en fait il emmène des pauvres filles de Belleville qui logent dans un hôtel totalement pourri, une étoile chinoise, et lui pendant ce temps-là, il se plaint en disant oh, j'ai pas d'argent, et lui en fait il va dans un hôtel 5 étoiles avec 25 putes et champagne et compagnie, vous voyez, et tout est comme ça. Tout est comme ça. C'est la vérité si je mens, poussé à un niveau. Alors là, c'est vraiment, mais surtout, c'est la réalité. Moi, j'ai lu le livre de Grégory Zaoui. Franchement, alors c'est pas Voltaire, hein, là, c'est clair. Mais en fait, il nous explique dans son livre ce que vous et moi, on devrait acheter si jamais on héritait d'un milliard ou on gagnait des millions au loto. Alors, il vous donne la marque de la chemise, parce que si vous n'avez pas cette marque de chemise sur vous, vous êtes un raté. Si vous n'avez pas la Rolex, comme dirait Seguela, vous êtes un raté. De s'étaler avec des marques, des t-shirts Chanel, Balenciaga, je sais pas quoi, sur les chaussures, sur les t-shirts de partout. Exactement l'inverse incroyable. Quand on regarde la famille Friedman, c'est exactement l'inverse. Tout à fait. Le type, il la ramène pas, il est pas ostentatoire, il aime les œuvres d'art, on voit des œuvres d'art chez lui. C'est ça. Il est passionné de culture européenne, ça se voit. Bon, on n'est pas du tout dans ce registre-là. Et donc c'est ça qui moi me paraît un peu ambivalent dans la série. Mais c'est ambivalent, mais le réalisateur lui-même le dit dans le sens où il dit on a deux ratés grosso modo de Belleville qui veulent devenir riches, et d'un côté on a un riche mimant. Oui. Qui lui, qui est propre sur lui, grosso modo, mais qui a grandi dans une famille riche, etc., très respectable, mais qui lui veut devenir voyou. Et c'est la rencontre de ces, voilà, c'est la rencontre explosive, et c'est pour ça que l'alchimie, entre guillemets, va prendre. Mais alors, il y a un acteur qui est formidable, c'est Yvan Attal. Oui. Qui joue le rôle, alors je sais plus comment dire, attends, Yvan Attal, Anton Zagouri, c'est Cyril Astruc dans la vraie vie. D'accord. Alors Attal est tout simplement exceptionnel dans son rôle d'ancien truand réfugié en Israël, où il fait visiter des appartements dans lesquels Mimran pourrait investir, etc. Il le roule. Et puis évidemment, mais surtout, mais qui le donne, qui le vend, et surtout quand il parle des bonzes de ce riche chinois qui est venu en Israël et qui a fait bénir avec des bonzes pour faire chasser tous les mauvais esprits. Enfin, c'est tout à fait extraordinaire. Non, mais franchement, c'est une série, je vous assure, c'est à la hauteur de tous les James Bond. Pour moi, GoldenEye, c'est un des meilleurs James Bond. Là, cette série, elle vaut non seulement James Bond, mais elle lui est supérieure dans le sens où les moyens et surtout la photographie est exceptionnelle, franchement. C'est vrai. Et j'ai vu vous allez voir des très bien filmé. Vraiment. Et puis alors attends, tous les mannequins, etc. Les parties, la partie folle quand ils vont chercher dans les 50 000 euros. Quand même. Quand ils au mur, il y a Bercy beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Mais elle est vraie cette phrase. Mais oui. Non mais exceptionnel. Franchement, c'est véritablement formidable. Là, je parle de la série, je parle pas de ce qui s'est passé, mais ils ont fait de loin. Je pense que ça va être un carton même dans le monde entier. Voilà. Mais je rigole parce que il dit la série qui est bien, pas les escroqueries. Oui. Sans doute quand même. Oui. Bah non, parce que justement j'ai écouté une interview, je vous dis, de Marco Mouli sur Beurre FM. Ça existe, Beurre FM. Je pensais que c'était une radio de cuisine. Non. Bref, et il y a une dame qui téléphone à l'antenne et qui dit « Ah oui, formidable ce que vous avez fait, c'est magnifique, etc. Dans le genre, vous relevez le niveau. Ah bon, d'accord. Mais c'est vrai qu'à son niveau, Marco Mouli, ne sachant pas écrire et qui truande de tout Bercy et tous les polytechniciens de Bercy, il a fait très fort. Il faut l'avouer.
Hein, Une voilà. fois, oui. Bon, c'est Pour bien. quelqu'un qui ne sait pas, vous savez, c'est comme un unijambiste qui gagne un tournoi à Roland-Garros. Grosso modo, c'est l'idée. Hein. On va lui donner le César de l'escroquerie, alors. Exactement, bien joué. Marco Mouli, voilà, on vous remet le César de plus grand escroc du XXIe siècle. Alors, il est fait allusion, vous m'avez dit, à une bague. Et on voit bien la bague dans la série, mais on comprend pas bien ce qu'elle vient faire, en fait. Alors, là, il y a un artifice... Une bague avec une tête de mort. Ouais, une tête de mort, absolument. D'ailleurs, c'est... il y a un artifice de... Alors, existe cette bague ou pas? Ah oui, tout à fait. Il y a un artifice du réalisateur... Parce que, comme vous l'avez vu, à un moment donné, vous avez un inspecteur des renseignements généraux, enfin de Levallois, de la DCRI, qui se mêle de l'enquête de Simon Wachter, là, Vincent Lindon. Et Vincent Lindon ne comprend pas ce que Levallois vient faire là-dedans. Oui. Et en fait, il comprend à un moment donné qu'il est protégé, hein, que Mimran, que tous ces escrocs sont protégés. Voilà. Et en fait, on comprend que les millions qu'ils ont détournés ont transité par Mimran et que Mimran en a donné, on ne sait pas trop combien, mais on imagine une dizaine, voire plus, à Netanyahou. Hein, à Netanyahou, qui à l'époque... Ça, c'est dans le livre. Ah, mais c'est fabriqué, mais c'est dans le feuilleton aussi. Mais c'est dans le feuilleton aussi, mais c'est dans le livre aussi. Mais absolument. Mais d'ailleurs, on a les photos. D'ailleurs, il y a la vraie photo où on voit Arnaud Mimran avec Netanyahou, il tient un enfant, etc. Enfin, on va le voir. Et Arfi raconte l'histoire d'une bague qui va servir de modèle, de feu vert pour assassiner l'un des protagonistes, alors celui qui a été assassiné. Ah d'accord, celui qui a été assassiné, c'est Sami Swed. Sami Swed, assassiné le 14 septembre 2010, porte-maillot. Voilà. Ça. Et c'est là où on lui remettait la bague. D'accord. Oui. Voilà. Alors dans le film, c'est présenté autrement. Ça se passe dans une station-service. C'est ça. Etc. Donc on voit bien, il y a une connexion. Et que on referme ce tiroir. Oui. Et que tous ces millions qui sont partis chez Netanyahou en Israël, en fait, ont été protégés au plus haut niveau de l'État, notamment par Levallois. Enfin, la DCRI. Personne ne sait vraiment comment dire est allé plus loin, mais je pense que il y a quand même des dossiers qui devraient sortir prochainement qui sont vraiment intéressants à ce niveau-là. D'ailleurs, Mimran se vantait même d'avoir réglé toutes les additions de Netanyahou quand il était en France. Il allait skier, etc. avec toute sa famille. Enfin bon, ça lui a coûté une blinde, mais il a fini derrière une porte blindée pour le coup. Alors un dernier mot maintenant, on va parler grosso modo de l'intérêt de la série, du jeu des acteurs. Moi je trouve que Vincent Lindon est très bon. Ah oui, il est exceptionnel. Dans ce rôle, ouais, il est vraiment exceptionnel. Bon. La femme du gosse de riche... Annabelle, je crois, oui, c'était Annabelle. Elle joue bien, la fille qui... André, oui, allez-y. Moi, je trouve qu'elle joue bien aussi. C'est assez bien fait. Ramzi Bedia est vraiment... Ramzi est bon. Il est vraiment extraordinaire, bon, franchement. Il est très bon. Mais celui qui est franchement, Yvon Attal, il est formidable dans il est bien aussi. Là, mais c'était naturel chez lui. Vous voyez, que ses lunettes, son cigare et tout. Il y avait un côté Picsou. Vous voyez, Picsou sur son yacht là, avec les Russes et tout. Non, franchement, c'est top. C'est vraiment magnifique. C'est un James Bond version française. De bons acteurs, de bonnes images. Une histoire vraie qui repose sur un livre, qui en dit plus d'ailleurs. Mais surtout sur plusieurs procès, attention. Oui, je sais bien. Il y a je sais pas combien de procès là. Ils sont tous passés, ils ont défilé devant le tribunal comme dans une gare TGV quoi. Voilà, on arrive au moment de la synthèse. Donc, la presse a mis 4, les téléspectateurs ont mis 4,3 sur 5. Oui. Et vous 5. 5. Ah oui. Carrément. Non, franchement, c'est très très rare. Non, là, vous savez, c'est tellement difficile. On a tellement vu de films nuls, de séries nulles. Oui, que surtout les Français. Voilà, mais c'est une alchimie. C'est la création, c'est l'alchimie. C'est tellement pour fabriquer un film ou surtout une série, ça doit être 10 000 fois plus compliqué. Oui. Et donc là, il faut vraiment le saluer parce que je trouve que Xavier Giannoli, alors je ne sais pas si je prononce bien, Giannoli, voilà, est du niveau des plus grands réalisateurs d'Hollywood. Là, il y a
il y a même pas à discuter. C'est purement formidable. Écoutez, l'épisode, je crois que c'est 4 ou 5, où d'un coup vous avez la police israélienne qui se réveille et qui va essayer de les capturer dans leur villa à Tel Aviv ou je sais plus dans quelle ville, est absolument exceptionnel. C'est un épisode phénoménal où ils arrachent tous les ordinateurs, etc. Remarquable. Véritablement, c'est remarquable. On voit bien que la police israélienne, elle est très proactive parce que la réputation. Alors, dans la film, elle est proactive. Dans la série, elle est proactive parce qu'en réalité, elle n'est pas du tout. C'est pas tant les Pakistanais ont pris 10 fois plus. Voilà, 10 fois plus. Donc, et ça, personne n'en a. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'ils n'en ont pas parlé, mais ils n'ont pas abordé le sujet. Parle pas dans le film, dans la série, pardon. Voilà. Bon, donc bref, Pierre Jovanovic, pardon, chez nous on vous appelle Jova. Oui, Jova, oui, ça a toujours été alors, Pierre Jovanovic met 5, moi aussi je mets 5, c'est vraiment une très très bonne série, c'est une des meilleures séries françaises de ces derniers temps, pardon, et donc je vous engage à le voir, vous pouvez le voir sur Canal+, et également en VOD, et puis sur les sites pirates également, voilà. Ça existe les sites pirates ? Mais oui, c'est tout le téléchargement, bien sûr. Oui, mais la qualité, je veux dire, il faut vraiment le voir en haute def, 4K. Enfin, la qualité de l'image est telle que passer par des sites pirates, ça n'a aucun intérêt. Moi, je paye tous mes abonnements. Moi, je suis abonné Canal, donc j'ai pas le souci. Mais en tout cas, félicitations à toute l'équipe, c'est brillantissime. Et vous savez quoi ? Moi, sincèrement, j'attends la suite. Parce que cette histoire, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Ah bah non. J'espère qu'ils vont faire la saison la saison 2. Donc on attend Marco Mouli et les aventures de Marco Mouli qui ne s'était pas présenté, qui s'était enfui en Suisse. Parce que le livre d'Arfi va plus loin que la série, c'est ça ? Ah ben les livres vont toujours plus loin que les séries. Non, je parle pas plus loin dans la profondeur, oui, c'est évident, mais plus loin dans le temps. Alors, je sais pas parce que moi j'ai lu son dernier, la dernière édition, donc peut-être qu'il l'a mise à jour, donc je suis pas. D'accord, ok. Je ne suis pas capable de vous dire si par rapport à la version qui est sortie il y a plusieurs années. Mais toujours est-il que, en tout cas, Marco Mouli et tous les Aouis là, ils sont tous devenus ils sont invités sur toutes les chaînes YouTube, etc. Même chez Hanouna. Bon. Parfait. Eh ben... Moi, je donne pas 5. Franchement, je donne 10. Parce que c'est vraiment à égalité avec les plus grandes séries américaines. Je veux dire, Hollywood, la puissance d'Hollywood et les moyens financiers et techniques d'Hollywood. Et c'est rarissime, c'est même unique, je trouve, qu'une série française arrive sans problème comme ça à égalité avec eux. Donc vous l'avez compris, Pierre Jovanovic aime tellement la série que j'ai du mal à finir mon épisode, mais je vais quand même arriver à le terminer et je vous retrouve à très bientôt. Au revoir Pierre. Merci beaucoup.